Retrouvez le podcast événement de la Clinique Pasteur en direct, en public et en Facebook Live avec Jessica Fallour et tous les spécialistes des cancers masculins. Merci à vous d'être parmi nous et bien sûr à tout moment vous pouvez poser vos questions en direct et en Facebook Live. Pour poursuivre cette émission, nous accueillons les docteurs Éric Bruguière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes radiologue. Oui. À la Clinique Pasteur. C'est ça. Et Thibaut Benoît, bonjour. Vous êtes chirurgien, urologue à la Clinique Pasteur également. On va parler de l'IRM. Quels sont les apports de l'IRM dans la prise en charge du cancer de la prostate ? Alors l'IRM est un examen qui a vraiment révolutionné, ou en tout cas permet de faire de grands progrès dans la prise en charge du cancer de la prostate. Maintenant, l'IRM est recommandée en première intention, avant toute série de biopsies de la prostate. Elle permet avant tout de faire une cartographie du risque intraprostatique à la recherche de cibles. Et les radiologues doivent normalement rendre un compte-rendu. Alors d'abord, l'acquisition est assez standardisée et on doit rendre un compte-rendu qui est assez standardisé également avec un schéma où on doit marquer exactement l'endroit où on a visualisé la cible et grader en fait le niveau de risque face à cette cible avec des grilles de lecture maintenant qui sont recommandées au niveau international. Et on rend un niveau de risque qui va de 1 à 5. 1, c'est il n'y a rien du tout. 5, il y a une lésion qui est hautement suspecte. Et ensuite, il y a les grades intermédiaires avec lésion probablement bénigne. On ne sait pas trop, ou lésions probablement malignes. Et en biopsie, en fait, sur la base de l'imagerie, les cibles qui sont scorées 4 ou 5 dans ce score PIRATS. Comment se déroule une IRM de prostate ? Alors une IRM de prostate est un examen qui maintenant est beaucoup plus simple qu'avant. On a également standardisé les protocoles et c'est un examen qui est plus court qu'auparavant. Et maintenant on arrive à faire un examen d'IRM de prostate relativement complet en 15 minutes, parfois même un peu moins selon les protocoles. Avec injection de produits de contraste ? Alors il y a des débats d'experts où en fait on sait que pour la détection des lésions, l'injection n'apporte pas grand-chose. Elle améliore la sensibilité seulement de 1%. Ah oui. On sait par ailleurs dans la littérature récente que depuis une dizaine d'années, on a montré que le gadolinium que l'on injectait et qui est en fait l'atome qui permet de faire les images est stocké dans le corps humain et notamment dans le cerveau. Donc en fait, on a comme recommandation, nous, de n'utiliser l'injection que si vraiment elle est indispensable. Donc sur des détections simples, on n'injecte pas toujours. En revanche, quand on doit faire un bilan d'extension et qu'une lésion est hautement probable, on fait l'injection. Et pour les bilans de contrôle après traitement, à la recherche d'une rechute, ce sont des indications d'injection. Et moi, les patients souvent me demandent est-ce que quand une allergie à l'iode contre-indique l'injection de gadolinium ? Alors non, ce sont deux types de molécules qui sont tout à fait différentes et en fait les allergies sont souvent dues aux excipients qui sont contenus dans le produit et pas tellement au produit de contraste lui-même. Donc non, voilà, il n'y a pas d'allergie croisée. On peut parler aussi de biopsie, c'est l'examen qu'on réalise après l'IRM, logiquement ? Tout à fait. On a besoin de l'IRM pour décider, enfin pour aider à la prise de décision de faire une biopsie ou non, quand il y a une lésion PIRATS 4 ou 5. Mais on a aussi besoin de l'IRM pour savoir comment on va biopsier le patient. C'est pas pareil de biopsier une lésion qui fait 3 mm ou 4 mm ou une biopsie qui en fait 20 ou une lésion qui en fait 20 et c'est pas pareil de biopsier la face postérieure de la prostate ou la face antérieure. Il y a quelques difficultés de biopsie qui sont dues au volume de la prostate également et donc on va choisir la technique de biopsie en fonction de tous ces éléments et en fonction des facteurs de risque aussi du patient puisque la première complication reste l'infection quand on fait des biopsies transrectales. Ouais, c'est le principal risque de ce geste, en tout cas le plus... en termes de fréquence, c'est 5% environ des biopsies, mais c'est ce qui doit vraiment être surveillé après le geste. Et du coup, maintenant, on a développé des voies d'abord de biopsie, notamment transpérinéale, alors que d'habitude, on passait par voie rectale. Et cette technique transpérinéale permet du coup de diminuer ce risque infectieux et du coup de faciliter le geste pour les patients et notamment sur les suites et du coup diminuer le risque d'antibiorésistance, etc. Comment réalise-t-on une biopsie de prostate et qui je crois savoir que aussi bien les radiologues que les chirurgiens urologues peuvent procéder aux biopsies. Les deux spécialistes peuvent le faire sans difficulté. Après, c'est quelque chose il y a un logiciel qui permet de fusionner les images d'IRM et d'échographie qu'on fait en temps réel. Et c'est vraiment quelque chose d'un peu particulier. Du coup, il faut être formé, aguerri à ça. Mais les deux radiologues ou urologues peuvent le faire et on se partage les patients sur ce geste.
En pratique, pour le patient, comment ça se passe une biopsie? Est-ce que c'est sous anesthésie? Est-ce que ça nécessite une préparation en amont? Alors en fait, on peut réaliser ces biopsies. Alors c'est un geste qui est assez rapide, qui dure environ 15 minutes à peu près. Il y a un peu de temps d'installation en amont et de désinstallation après l'examen. Le geste peut être fait sous anesthésie locale ou sous anesthésie générale. Pour le confort du patient, le plus souvent on préfère l'anesthésie générale parce que les patients sont quand même angoissés. Voilà, c'est toujours une situation un peu particulière. Donc le vécu est bien meilleur sous anesthésie générale. Et ensuite, on utilise donc l'échographie. Alors il y a plusieurs techniques, mais enfin nous, on utilise en tout cas un système français qui s'appelle Coelis, qui maintenant est le plus répandu en France et qui permet un guidage en s'aidant de l'échographie. Donc on met en place une sonde d'échographie endorectale, que la biopsie soit faite par voie transrectale ou par voie transpérinéale. Et c'est une sonde d'échographie un peu particulière parce qu'elle fait une acquisition 3D de la prostate. Donc, comme l'a dit Thibaut tout à l'heure, on planifie les biopsies avant, donc quelques jours avant. Et on prépare sur une station de travail qui est en dehors du bloc opératoire le protocole de biopsie en contourant la prostate, en contourant les cibles. Et ensuite le jour J, que ce soit le radiologue ou l'urologue comme il a dit, peu importe, c'est pas un geste qui est extrêmement difficile techniquement. On importe la préparation des biopsies, la cartographie qu'on a préparée au préalable. On fait une échographie 3D et ce qui est intéressant dans cette technique finalement, c'est le logiciel de recalage élastique qui va fusionner les deux en temps réel à chaque fois qu'on va immobiliser la sonde et qui va permettre de faire la biopsie avec une précision qui est très bonne puisqu'elle est de l'ordre de 2 mm. Et probablement que la précision est un peu meilleure par voie transpérinéale que par voie transrectale. Après le prélèvement, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites de la pièce, si je puis dire? Ça part chez l'anapathe? Oui, du coup, la pièce prélevée par chez l'anapathe qui permettra déjà de répondre à la première question qui est est-ce qu'il y a une tumeur cancéreuse ou pas? Et après, si oui, quelle est l'agressivité de cette tumeur cancéreuse, le volume tumoral aussi, qui seront des facteurs très importants dans le choix des futurs traitements que nous discuterons avec le patient. C'est peut-être l'occasion de rappeler justement le rôle du médecin anapathe qui n'est pas en contact avec le patient, mais qui a un rôle déterminant puisque finalement c'est effectivement lui qui va confirmer ou pas le diagnostic et puis ensuite le grade, l'extension. Un anapathe, qu'est-ce que c'est? Un anapathe, c'est un médecin qui reçoit nos prélèvements. Nous, quand on lui envoie les prélèvements, on lui envoie quand même des informations cliniques, IRM, etc. On dit il y a une cible à l'IRM, au toucher rectal on a quelque chose, le PSA est de temps. Et lui analyse, fait des marquages avec des anticorps, etc. Et il nous rend une réponse à la question qu'on lui pose, quoi. Mais c'est clairement, il ne voit pas le patient, mais il est central dans la prise en charge des patients. Ça peut prendre quelques jours, contrairement à une IRM, par exemple, où on a le résultat très rapidement. Là, c'est tout à fait, souvent on est impatient, forcément, on est inquiet, donc on s'impatiente. Mais c'est normal qu'il y ait 5-6 jours de délai avant d'avoir son résultat, suite à une biopsie. Un peu plus, souvent c'est même de l'ordre de 2 ou 3 semaines. Ah oui, ça peut aller jusqu'à 2 ou 3 semaines. D'accord. Parce que c'est un travail qui est très minutieux, qui prend du temps. Et puis, il y a un certain temps aussi de comment on peut expliquer? Il faut que il y a des produits en fait, c'est ça. Ouais. Et de temps en temps, même la première analyse, ils font une première analyse au microscope et ensuite ils ont besoin de faire des marquages, donc ça prend un peu plus de temps. Donc la réponse n'est pas toujours spontanée et pour eux aussi, il y a du temps de traitement et de préparation de la pièce. Parfait. Et l'urologue ensuite a un rôle très important, puisque c'est lui qui va organiser la consultation d'annonce de ce résultat et qui va tenir compte de tout, du patient, de son état clinique, de ses facteurs de risque, du résultat de l'IRM. Il va confronter le résultat de l'IRM avec le résultat anatomopathologique pour vérifier déjà s'il n'y a pas de discordance et ensuite qui va discuter avec le patient un peu et décrypter un peu ce résultat qui ne s'arrête pas à simplement il y a une cellule cancéreuse ou il n'y en a pas. Tout à fait. Ce qu'on peut dire et ce qui est très important, c'est que vous travaillez vraiment en équipe pour vos patients qui sont touchés par un cancer de prostate. Vous faites ce qu'on appelle des RCP. Tout à fait. Comment ça se passe? En quoi ça consiste? Vous discutez des dossiers des patients? Alors, très bonne remarque. C'est vraiment le cancer de prostate, c'est une maladie qui nécessite une prise en charge pluridisciplinaire et c'est important dans n'importe quelle structure où le patient se rendra, qui est vraiment
plusieurs spécialistes de la maladie cancéreuse de prostate, des radiologues, des anapathes, des urologues, parce que tout seul, un urologue ne peut pas traiter et diagnostiquer le cancer de prostate. Alors après, des oncologues aussi. Les oncologues, tout à fait, des radiothérapeutes, des médecins nucléaires, voilà, tout le monde. Et après, du coup, quand on a diagnostiqué une maladie, là, en effet, on la présente en RCP. Et du coup, à nouveau, c'est une réunion qui se déroule régulièrement, une fois par semaine, où on présente tous les dossiers de patients qui ont eu un diagnostic positif de cancer pour essayer d'avoir une réflexion qui est commune et avoir tous les points de vue possibles sur la maladie chez un patient donné. Parce que comme disait Eric, un cancer, il y a le cancer en lui-même, il y a le patient, il y a plusieurs choses à prendre en compte avant de discuter de traitement. Et ça, on le discute de façon collégiale pour essayer d'avoir les propositions les plus adaptées pour chaque patient. Docteur Eric Bruguière, vous parliez justement de la médecine nucléaire qui participe à ces réunions. Quel est l'apport de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de prostate? Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ce que c'est la médecine nucléaire, TEP scan, scintigraphie osseuse? Alors en fait, c'est une spécialité à part entière qui est indépendante de la radiologie, sauf que dans les pays anglo-saxons, maintenant, les deux spécialités se rejoignent avec des troncs communs de formation. En pratique, sur le cancer de la prostate, il y a deux types d'examens qui sont réalisés dans le cadre du cancer de la prostate. C'est la scintigraphie osseuse d'abord, qui est réalisée de manière assez systématique quand on fait un diagnostic de cancer avant la prise en charge du patient à la recherche du premier site de métastase possible du cancer qui est l'os. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y a les examens qui sont des examens hybrides, qui sont des tomographies par émission de positrons, qui couplent en fait un scanner avec un appareil qui va enregistrer en fait une émission radioactive de certaines molécules qui sont utilisées. Dans la prostate, il y en a deux aujourd'hui. Il y a principalement la choline, donc on parle de TEP-choline, ou de PSMA, qui est un autre traceur radioactif également. Ce sont des examens qui sont très performants pour, d'une part, explorer le corps entier. Alors que pour nous, en imagerie, l'IRM est un examen complexe et on peut échantillonner une région anatomique assez précise va être utilisé surtout pour bilanter l'extension dans les ganglions, qui a une importance aussi particulière dans la prise en charge du cancer de la prostate, et également rechercher des métastases. Donc en fait, à chaque fois qu'on va se poser des questions, alors soit valider un traitement local par chirurgie, radiothérapie ou autre, mais avant d'aller vraiment sortir, on va dire, une arme un peu redoutable locale avec des risques de complications, on veut parfois être certain, quand la maladie est agressive localement, quand on le sait sur la base de l'anapathe, qu'il n'y a rien à distance. Ou alors, quand on sait dans le suivi d'un patient qui est métastatique connu, mais pour lequel on a plein de solutions thérapeutiques, encore plus aujourd'hui avec plein de molécules différentes. Et là même, je suis tout à fait humble parce que je suis moi-même assez dépassé. Eh bien, on a besoin de réévaluer les patients avec ce genre de techniques qui sont corps entier, qui imaginent et qui imagent le corps entier. Est-ce que vous auriez des conseils pour les patients qui doivent passer justement des TEP scans, des scintigraphies osseuses, avant, après, boire beaucoup peut-être Alors il y a un certain nombre de recommandations qui sont très particulières. Il faut vraiment avoir un taux de glycémie qui soit... alors ça dépend des techniques. D'ailleurs, je maîtrise pas complètement parce que c'est vraiment une spécialité à part entière. C'est une spécialité à part entière. Moi, j'en fais pas. Moi, je fais que la radiologie diagnostique et interventionnelle. Mais je sais même pas si sur la choline et le PSMA, il y a des recommandations particulières avant. Pour le TEP Généralement, FDG, oui, il faut boire beaucoup avant, beaucoup après. Voilà, l'hydratation est importante. Mais après, c'est vrai que pour le FDG, qui est plus fréquent comme traceur, là, il y a une incidence parce qu'il y a une consommation métabolique qui est importante dans certains... les muscles peuvent fixer le FDG, etc. Donc là, c'est encore plus important. Et pour celle-là, je ne sais pas bien. Il ne faut pas hésiter justement à échanger avec des spécialistes avant ces examens, poser des questions, toutes les questions qu'on se pose pour bien s'y préparer. En tout cas, oui, il faut vraiment poser les questions, ça c'est important. On est dans une médecine où on court tous beaucoup parce qu'il y a beaucoup de travail, mais il faut vraiment que les patients s'expriment et nous sollicitent pour répondre à leurs questions. Là, on parle quand même d'un dépistage de cancer, donc on comprend bien que c'est angoissant. Et le médecin, même si on est surchargé, on est là aussi pour prendre le temps avec les patients qui ont besoin d'un peu plus d'écoute. On parle ensemble d'imagerie diagnostique. Il y a également l'imagerie interventionnelle avec, par exemple, la mise en place d'espaceurs. Comment ça se passe en pratique ? Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ?
Alors, il y a plusieurs grands traitements du cancer de la prostate, donc je ne vais pas les balayer dans le détail, mais il y en a deux principaux, ça reste quand même la chirurgie et la radiothérapie externe. Pour les patients à qui on propose un traitement par radiothérapie externe, les deux complications principales sont la cystite radique, c'est-à-dire qu'on va avoir une atteinte du col de la vessie qui est très proche de la prostate due à la radiothérapie. Et ensuite, la deuxième complication, et qui est encore plus fréquente, c'est la rectite radique, donc c'est-à-dire une altération de la muqueuse de l'intestin au niveau du rectum, qui est juste contigu de la prostate à 2-3 mm, et que le radiothérapeute, même s'il essaie de la préserver, va risquer de brûler un petit peu avec la radiothérapie. En fait, on diminue ce risque à chaque fois que l'on arrive à éloigner anatomiquement la face postérieure de la prostate de la paroi antérieure du rectum. Et en fait, de la même manière qu'on fait des biopsies par voie transpérinéale, eh bien, on peut aborder cet espace qui est entre la prostate et le rectum, dont j'ai dit qu'il faisait 2-3 mm maximum, et arriver à interposer entre la prostate et le rectum une structure, un matériau biodégradable. Et on a un certain nombre de matériaux à notre disposition, principalement des gels, plusieurs gels sont disponibles, et également des ballons, notamment un ballon biodégradable qui est assez répandu maintenant. Nous, on a un centre, on a la chance, parmi toutes les spécialités qui interviennent sur le cancer de la prostate, on a sur la clinique Pasteur un gros centre de radiothérapie qui est très expérimenté. Et depuis une dizaine d'années, on implante donc des patients sélectionnés. On n'implante pas tout le monde. Il faut une maladie qui soit intraprostatique avec un risque intermédiaire de rechute après traitement radical. Et chez ces patients-là sélectionnés, on leur explique bien le geste. Alors certes, c'est une petite intervention supplémentaire dans le parcours déjà un peu compliqué du patient. On l'a compris, l'évaluation du risque, l'IRM, la biopsie, l'annonce. Et avant le traitement, ça rajoute une étape, mais ça permet de faire passer un risque de rectite modéré dans les formes modérées, qui représentent quand même un patient sur 6, un patient sur 5 dans les études, à un patient sur 200 ou 300 à peu près. Nous, on a une série de 200 patients, on a eu une rectite modérée sur 200. Donc, clairement, c'est très efficace. Oui. Et l'avenir est peut-être à une généralisation de ces espaceurs pour pouvoir faire des traitements par radiothérapie hypofractionnée, c'est-à-dire moins de séances en délivrant plus de rayonnement, parce que ces espaceurs permettent d'éviter le surrisque de complications. Pour ce qui est du parcours patient, il y a évidemment un bilan d'extension qui se pose. Le radiologue intervient également pour ce bilan d'extension. En 2 mots, comment ça se passe? En quoi ça consiste? Alors, en fait, l'IRM a un rôle important, mais on ne fait pas 2 IRM, on fait une IRM pour la détection du cancer et dans le même temps, on fait le bilan d'extension. On est souvent présent, enfin, on est toujours présent sur nos vacations, donc on regarde les images et quand il faut rajouter des séquences, on les rajoute. L'IRM, c'est un examen, on n'a pas beaucoup de machines en France, donc on essaie de timer vraiment au mieux tous les protocoles. Donc, la réponse d'une IRM doit être y a-t-il ou pas une cible, le niveau de risque, et on regarde un certain nombre d'éléments. Le premier, c'est la capsule de la prostate, c'est-à-dire l'enveloppe. On vérifie si la tumeur, si on pense que la tumeur envahit et grignote déjà la capsule, parce qu'il y a un risque plus important de rechute si on fait un traitement chirurgical ou radiothérapeutique après. Et ensuite, les vésicules séminales, qui est un autre 2 petits organes qui sont comme des oreilles de Mickey au-dessus de la prostate. Et on vérifie s'il y a une extension ou pas, parce que là, ça grève un petit peu le pronostic du patient. Et on regarde les ganglions. Nous, ça s'arrête là. Ensuite, quand on a d'autres questions sur le bilan d'extension, c'est les médecins nucléaires qui vont compléter le bilan. On parle du bilan d'extension. Je m'adresse au public. Est-ce que le bilan d'extension, ça vous parle? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous explique ce que c'est précisément? De traduire, qu'est-ce que c'est qu'un bilan d'extension? Vous le savez ou vous avez besoin de le savoir? Vous avez besoin de le savoir. Alors, qu'est-ce qu'un bilan d'extension, docteur? Un bilan d'extension, c'est à partir du moment où on sait qu'il y a une tumeur, c'est de se poser la question de savoir jusqu'où va ce cancer. Donc on a un certain nombre d'éléments anatomiques pour lesquels on sait que le pronostic est moins bon quand on a un envahissement de certaines structures. Donc alors la première question, c'est est-ce que la structure est envahie? La deuxième question, c'est aussi d'être humble et de se poser la question de savoir si on est performant pour répondre à la question, ce qui n'est pas si simple en médecine, parce que c'est pas toujours blanc ou noir, c'est parfois gris. Donc pour le cancer de la prostate, clairement il y a la capsule, donc cette enveloppe qui est en fait virtuelle, qui correspond pas à une réalité anatomique, mais qui est la frontière périphérique de la prostate, et on sait que quand la tumeur va grignoter cette capsule, eh bien d'une part, si on décide d'un traitement chirurgical, il va falloir être prudent et passer plus au large du côté du cancer, et quitte à sacrifier un petit peu les nerfs qui sont responsables de l'érection de ce côté-là, en les préservant de l'autre côté.
Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, les vésicules séminales, ou quand il y a un cancer de la base de la prostate, eh bien, il y a un risque que le cancer s'échappe vers les vésicules séminales parce qu'il y a des points de fragilité de cette capsule. Et lorsqu'il y a un envahissement des vésicules, eh bien, ça peut avoir certaines conséquences. On peut récuser le patient pour la chirurgie parce qu'on sait qu'il y a un taux de rechute qui est important. Quand on doit faire une radiothérapie, il faut inclure les vésicules séminales dans le champ d'irradiation, donc ce qui peut augmenter un petit peu le risque aussi lié à la radiothérapie. Et c'est tous ces petits éléments anatomiques qui vont permettre d'affiner le choix du traitement, savoir si on traite, si on ne traite pas et quel traitement on va privilégier. Et ensuite, il y a les ganglions qui sont importants parce qu'il faut faire un curage ganglionnaire si jamais il y a une extension à confirmer ou suspecter. Et enfin, les métastases où là, on n'est pas forcément, nous, très bons en imagerie, mais où la médecine nucléaire apporte des réponses plus précises. Merci beaucoup. Je vois que vous avez des questions dans la salle avec des petits papiers. Le bilan d'extension se fait à quel moment? Alors, question de madame. Il se fait un peu tout le temps, c'est-à-dire que quand on fait l'IRM, l'IRM va chercher à répondre à la capsule et aux vésicules séminales et aussi aux ganglions. On n'est pas très bon pour les ganglions, nous, en imagerie, parce qu'on ne regarde que la taille et la forme des ganglions. Un ganglion normal doit être petit. Alors, dans le champ des aires ganglionnaires proches de la prostate, c'est 8 mm de petit axe. Et il doit être ovale avec un centre graisseux. Mais on a le droit d'avoir des petits ganglions qui peuvent être envahis par du cancer et nous, on ne le voit pas à notre échelle. Donc c'est pour ça que la médecine nucléaire est plus performante parce qu'elle apporte une information qui est fonctionnelle avec le traceur radioactif qui va aller fixer partout où il y a des cellules, même si elles sont en petit nombre. Donc c'est pour ça. Donc en fait, l'IRM initial permet de répondre à un certain nombre de questions, à tout ou partie des questions. Et ensuite, on peut être amené à faire un scanner, d'abord, tout simplement, qui est prescrit par l'urologue après la consultation d'annonce, où on s'adresse quand même à une population qui a un certain âge, qui généralement a très souvent plus de 50 ans, mais souvent quand même plus de 70 ans, où les pathologies intercurrentes, c'est-à-dire qu'on va diagnostiquer au même moment que le cancer de la prostate, elles sont pas rares. Donc en fait, faire un scanner, ça permet de screener le patient pour son cancer de la prostate, voir les ganglions, voir les métastases, même si encore une fois, donc la médecine nucléaire a une place qui est importante, mais aussi des fois trouver d'autres maladies, parce que à 65 ans, quand on passe un scanner, on n'en a pas forcément passé dans sa vie, ou alors il y a 15 ans en arrière, et on va trouver certaines choses qui peuvent aussi donner des éléments qui vont affiner l'état du patient et savoir quel traitement il peut recevoir. Si dans le public vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire passer vos petits papiers, je les transmettrai bien sûr aux médecins. Pour compléter pour la question de madame, donc, ça se fait donc au moment du diagnostic et surtout après, parce qu'on ne va pas faire des bilans d'extension à ceux qui n'ont pas de cancer, mais il y a même des cancers de prostate maintenant dont on sait qu'ils ont une agressivité très limitée, pour lesquels on ne fait même pas de bilan d'extension. D'accord. Des pathologies, des scores de Gleason 6 avec des PSA faibles. Les recommandations nous disent de ne même pas faire de bilan d'extension parce qu'on sait que ces tumeurs finalement ont un potentiel évolutif qui est extrêmement faible et on l'abordera tout à l'heure avec la notion de surveillance active. Merci beaucoup, Dr Thibaut Benoît, pour cette précision. Pas de questions dans la salle ? Non, alors nous avons une question effectivement de Didier, 54 ans de Toulouse, qui nous dit « Mon médecin m'a parlé d'embolisation. De quoi s'agit-il ? C'est une technique innovante, on peut en parler ?» Alors oui, c'est vrai que maintenant, Eric, Docteur Benoît. moi je vais vous parler en consultation, j'ai de nombreux patients maintenant qui me demandent est-ce qu'on peut pas faire, ils ont vu dans les journaux, etc., cette technique. On en parle de plus en plus, tout à fait, oui. Qui est une technique déjà qui est nouvelle, mais qu'il faut tout de suite arrêter sur le cancer de prostate. Ce n'est pas une technique qui est indiquée pour le cancer de prostate. C'est une technique qui est en cours d'évaluation, mais dans le cadre des troubles mictionnels et de l'hypertrophie bénigne de prostate avec les troubles mictionnels que ça génère. Donc ça n'a aucun lien avec le cancer de la prostate, dans le cancer. Tout à fait. Eric va aborder, je pense, c'est vrai que c'est intéressant, les gens on le voit beaucoup et on des questions, les modalités pratiques, mais pour le cancer, à oublier. Les modalités pratiques, justement, pour qui, quelle indication, dans quel cas ? Alors, on parle d'embolisation. Ce sont des techniques qui sont vraiment réservées à des centres experts. Thibaut l'a dit, ce sont des techniques qui sont encore jeunes et en cours d'évaluation, même si ça fait 10 ans que la technique a été décrite, environ un tout petit peu plus de 10 ans. C'est une technique, embolisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire boucher des vaisseaux.
de manière tout à fait basique. Et on va utiliser différents matériaux, mais généralement des microparticules qui sont des toutes petites billes, bon, qu'on voit à l'œil nu, mais qui sont quand même extrêmement petites, et qu'on va les délivrer dans des artères très ciblées qui vascularisent la prostate à l'aide de microcathéters. Donc les microcathéters, c'est un très long tuyau extrêmement fin qu'on passe par une artère périphérique. Généralement, la voie d'abord, c'est l'artère fémorale. C'est très compliqué pour plusieurs raisons. D'une part parce que l'anatomie vasculaire de la prostate est extrêmement variable. D'un patient à un autre, on n'a pas du tout les mêmes anatomies. Deuxièmement parce que ce sont des vaisseaux qui sont petits et tortueux. Donc le cathétérisme est long, il est délicat. Il faut utiliser du matériel qui coûte très cher, et ce sont des procédures qui ont une longue courbe d'apprentissage, c'est-à-dire qu'un radiologue, bon, moi je fais de l'interventionnel, un peu tous les gestes et des embolisations, mais même pour moi qui ai l'habitude de ce genre de gestes, la courbe d'apprentissage reste longue parce qu'il faut être très familiarisé à ce geste, et c'est un geste qui est très chronophage. Les gens au début, quand ils commencent à en faire, ils mettent 3 heures pour faire une procédure, procédure qui en plus utilise des rayonnements ionisants sur une très petite zone, hein, puisqu'on utilise des rayons X. Donc voilà, là aussi on ne fait pas de radiothérapie, mais là on utilise quand même des rayons X en grande quantité pour voir, et voilà. Donc en fait ça reste réservé à des centres vraiment experts. Et sur Toulouse, eh bien, il n'y a qu'une équipe qui le fait, c'est le CHU aujourd'hui. Peut-être que ça sera amené à se démocratiser. Mais voilà, il faut vraiment discuter avec son urologue. C'est lui qui doit valider avec le patient candidat à ce genre de technique l'indication. Et ensuite, il faut être orienté vers des équipes très pointues qui ont l'habitude de ça. Merci, docteur Éric Bruguière. Je rappelle que vous êtes radiologue à la clinique Pasteur et co-gérant du groupe RX. Merci à vous également, docteur Thibaut Benoît. Vous êtes chirurgien urologue à la clinique Pasteur. Ça nous a apporté beaucoup d'informations, beaucoup éclairé. Je vois que dans le public, les gens prennent des petites notes, et voilà, c'est très très précieux toutes ces informations que vous nous fournissez. Merci à vous, messieurs. Bonne continuation. Merci à vous. Au revoir.